En direct avec Fabricio Cardenas. Fabricio Cardenas, dans sa vie officielle, travaille pour le CDI, mais évidemment, comme Bruce Wayne, il a une double vie et il travaille sur la toile. C'est un peu Spider-Man, puisqu'il travaille à la surveillance et à la véracité. On parlera philosophiquement de ça, de Wikipédia. Alors, tout à fait. Grantin, Wikipédia, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, Fabricio? Wikipédia, c'est un projet un peu utopique, qui était pas du tout garanti de fonctionner au début, mais qui se définit en tout cas aujourd'hui comme une encyclopédie en ligne. On pourra revenir après sur le terme d'encyclopédie. Collaborative. Donc ça veut dire que c'est un projet où on travaille tous ensemble, hein. Et libre. Donc le contenu en est réutilisable par qui veut, sous réserve bien sûr de citer que ça vient de Wikipédia. Encyclopédie, ça suppose qu'on peut écrire sur des tas de sujets, mais que ça n'est pas un annuaire, par exemple. Donc, et ça, c'est très important. Beaucoup de gens ne le comprennent pas souvent. Il n'y a pas d'entrée comme le dictionnaire. C'est pas ça. C'est que, en fait, une encyclopédie, c'est sélectif. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un tri, et il y a des choses dont on dit, oui, ça, on peut faire un article, ça, non. Et donc, en fait, on supprime des dizaines d'articles tous les jours. Alors qu'un annuaire va vouloir être exhaustif. Voilà. On veut absolument tous les noms dans l'annuaire. Tout ce qui existe. Voilà. Et là, c'est différent. On pourra parler d'autres projets annexes, tels que Wikidata ou choses comme ça. Mais en tout cas, Wikipédia, par définition, est sélectif. On n'écrit pas sur tout sur Wikipédia, mais on écrit sur beaucoup de choses quand même. Voilà. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'articles sur la Wikipédia en français. D'accord. Et 6 millions sur celle en anglais. Il y a combien de langues sur Wikipédia? Il y a 300 langues actuellement sur Wikipédia, enfin 320. Dans le catalan, hein. Dans le catalan, qui a été la deuxième langue créée, après l'anglais. Ah ouais. En fait, Wikipédia a été créé en mars 2001, et 3 mois après, il y a eu l'allemand et le catalan créés. Je ne sais pas par quel hasard, mais en tout cas, ça a paru avant le français. Il y a pas de hasard. Je pense que les Catalans se battent comme des beaux diables pour déjà en 2001, sur la toile. Donc les Catalans sont très fiers, ils sont la deuxième langue de Wikipédia avec l'allemand, ils sont apparus en même temps, le même jour. Et le français est apparu peut-être, je crois, 15 jours après. Voilà. Mais donc, et le Wikipédia en catalan, pendant très 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 longtemps, a été le Wikipédia le plus actif au monde. C'est-à-dire qu'en fait, en rapport nombre de locuteurs, nombre de contributeurs, ça a été ça allait, je crois qu'il y a le Wikipédia en kazakh qui vient de passer devant. Ouais. Voilà. En tout cas, oui, le kazakh normal parce qu'à cheval. Voilà. Et en tout cas, il y a 300 et quelques langues. J'aime beaucoup les langues et c'est un peu un de mes défis personnels d'arriver à contribuer dans un maximum de langues. Donc actuellement, je contribue déjà dans une centaine de langues. Ah oui. Oui. J'aime ça, les langues. Donc tu parles combien de langues? Non, je parle pas de langues. Même pas. Je découvre des langues, j'essaye de comprendre le mécanique, le fonctionnement. Oui, parce que les langues ont une structure. Les langues ont une structure, et puis au bout d'un quart d'heure, on arrive à faire des articles simples. Voilà. Ah oui, mais à partir de traducteurs. Après, c'est des fois oui, des fois non. Après, c'est gymnastique. Après, j'ai étudié aussi beaucoup de langues, et bon, ça aide. Voilà. Après, il y a des familles de langues que j'ai pas explorées encore, mais ça viendra. Voilà. Donc, on a une encyclopédie. Alors, il y a combien d'utilisateurs maintenant Des contributeurs, hein? Non, pas des utilisateurs, des feignasses comme moi qui sont bien contents que tu bosses. Alors ça, c'est difficilement quantifiable, parce que par définition, Wikipédia est un des rares sites sur Internet qui ne vous espionne pas. Ah merde. On met vraiment un point d'honneur à ça. Il n'y a pas de cookies dans Wikipédia. D'accord. Et donc tout ce qu'on peut avoir, en fait, c'est par contre des statistiques sur le nombre de lecteurs d'un article. Lecteurs d'un article. Ouais. Voilà. Sachant que même ça, c'est un peu bancal. Parce que des fois, par contre, il y a des lectures automatiques qui arrivent, voilà. On a un mystère en ce moment, l'article cookie, là, cookie informatique, hein. Oui. Est le plus lu depuis des mois, mais avec des millions de vues tous les jours, et sans qu'on sache d'où ça vient. Et donc, ça enquête depuis un moment. Il doit y avoir quelque part des sites sur Internet qui renvoient vers cet article cookie. Mais bon, voilà. Là, c'est un peu une anomalie. Mais donc, du coup, on ne sait pas combien de gens, après, on sait que beaucoup de gens connaissent Wikipédia et l'utilisent. Sur les contributeurs, c'est facile, parce qu'on peut savoir combien de gens ont fait de modifications dans le mois, tous les jours. Et là, on sait que c'est à peu près 20 000 personnes par mois qui font des contributions. Alors là, je parle toujours de la Wikipédia en français. Hein. Et pas française, hein, attention. Hein. Parce que sur Wikipédia en français, ça suppose qu'on a aussi les Québécois, les Suisses, tous les pays africains francophones, les Belges, n'oublions pas, bon, tout ça. Le Wikipédia francophone. Francophone, voilà. Voilà.
Donc du coup, voilà, on peut estimer les contributeurs, mais les lecteurs, c'est voilà, on met un point d'honneur à espionner personne. Alors la question, c'est quoi l'enjeu d'une encyclopédie? C'est pourquoi ça s'est créé philosophiquement finalement, et en quoi la science évoluant, il y a peut-être une menace de ChatGPT ou l'équivalent. Alors, Et on s'adresse plus à une encyclopédie, mais on s'adresse à une espèce de pity finalement. ChatGPT est une nouvelle pity. Oui. Alors, on n'en est pas encore là, même si ça y est, on a vu débarquer, je pourrais en parler après. L'enjeu de Wikipédia, elle est de rendre le savoir accessible à tous. Ce qu'on faisait déjà dans la bibliothèque, parce que je suis bibliothécaire, et c'est comme ça que je suis arrivé sur Wikipédia, puisque j'avais déjà, en gros, dans la bibliothèque, j'ai des milliers de livres, et un jour je me suis dit, j'ai tout ce savoir qui dort sur les étagères, est-ce que je pourrais pas commencer à le transférer sur Wikipédia? Ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de bibliothécaires aussi sur Wikipédia, en tout cas il y en a de plus en plus, on va dire que pour nous c'est naturel, on a les sources sous la main. Donc le premier enjeu, c'est celui-là, c'est de rendre le savoir accessible à tous. La question, après, on pourra en parler plus tard, c'est quel savoir, parce que forcément, il y a un prisme, il y a des biais, il y a le savoir que j'ai sous la main, mais celui que j'ai pas sous la main. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des vieux grimoires est-ce que on oui, a il y a des vieux grimoires. qui Il y a des vieux grimoires. Il y a énormément d'ouvrages qui sont numérisés, qu'on va stocker dans les serveurs. Il y a pas longtemps, enfin il y a 2 ans, j'ai retrouvé dans les papiers de mon arrière-grand-père qui avait beaucoup voyagé en Afrique. Une méthode de Bambara, par exemple, c'est une langue africaine. Il avait appris le Bambara et du coup, comme c'était un vieil ouvrage des années 20 qui était tombé dans le domaine public, je l'ai numérisé intégralement et je l'ai mis sur Wikipédia, enfin sur Wikimedia Commons, qui est la médiathèque de Wikipédia, avec toutes les images. Voilà, j'ai rendu cette méthode de Bambara accessible à tous. Sachant que quand on cherche en ligne, par exemple, il n'y en a pas d'autres disponibles en ligne, par exemple. Voilà, sur des langues comme ça, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de rendre le savoir accessible à tous. Sur la question de ChatGPT, on a vu débarquer il y a 15 jours des premiers contributeurs qui cherchaient à faire des copier-coller de questions qu'ils avaient posées à ChatGPT en leur demandant de réécrire pour eux un article Wikipédia. Ça va aller à Mars, et de créer des articles, voilà. Alors pour l'instant, on les a repérés de suite, puisqu'en fait le style des articles générés par ChatGPT, qui soit dit en passant, s'inspire très fortement de Wikipédia, parce que c'est qu'en gros la moitié de source de ChatGPT c'est Wikipédia, mais toujours est-il que le style, on l'a reconnu de suite, c'était pas du tout le style d'écriture qu'on a sur Wikipédia, qui est un style très particulier, avec des conventions et tout ça, et on a même trouvé des bouts de code de ChatGPT dans les articles en question. Donc les articles ont été supprimés dans la journée. Les contributeurs qui ont insisté ont été bloqués. Voilà, on pourra en parler plus tard. Puisque je suis devenu administrateur sur Wikipédia avec le temps. Voilà. Et donc pour l'instant, c'en est resté là. Mais c'est sûr que ça va revenir à la charge. Et bon, ça, c'est sûr qu'on va devoir adapter nos pratiques par rapport à ChatGPT. Puisque je pense qu'au bout d'un moment, on aura peut-être du mal à différencier un texte de ChatGPT un texte de Wikipédia écrit par des humains. Voilà. Ou d'Aristote. Voilà. Sachant que est-ce qu'on peut créer des faux d'Aristote du coup Alors non, mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est que même aujourd'hui sur la Wikipédia en français, 14% des contributions sont faites par des robots, ce qu'on appelle des robots, enfin des petits bots. Ça veut dire qu'en fait, il y a des petits programmes qui sont faits, il y a des corrections automatiques qui sont faites, par exemple pour corriger des fautes d'orthographe, des choses comme ça. Mais il y a aussi des créations d'articles qui sont faites, qui sont automatisées ou semi-automatisées. Par exemple, il y a quelques années, quelqu'un avait programmé un petit bot pour créer automatiquement tous les articles sur les cratères de Vénus. Il y avait ceux qui avaient un nom, bien sûr, les plus gros. Et donc en fait, on lui file un tableau Excel avec tous les cratères, les dimensions, tout ça, etc. On lui met un petit squelette d'articles avec les phrases types. Et hop, le robot part tout seul et crée l'article d'un coup sur les cratères de Vénus. Voilà. Alors nous, sur la Wikipédia en français, on va dire que c'est 14% des contributions, les bots. Il y a une utilité. Il y a une utilité, parce que ça aide à défricher, comme les robots sur les planètes. Sur des tâches pénibles comme ça, voilà. Pareil sur les bots qui créent sur les articles sur les galaxies, tout ça, parce que voilà, il y a des choses en nombre. Il y a aussi des bots qui vont faire de la patrouille, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer les vandales, qui vont quand quelqu'un essaye d'effacer tout un article, par exemple, souvent il y a un bot qui passe avant même qu'un humain soit passé pour annuler la modif. Bon, et il y a par contre il y a des Wikipédia où il y a beaucoup moins de monde. On a la chance qu'on ait quand même une grosse communauté sur Wikipédia en français. Et donc du coup, il y a des Wikipédia, certaines langues où les bots vont représenter 80%
des interventions, par exemple. D'accord. Alors, on n'a pas précisé que donc je travaille sur Wikipédia quand même depuis, je sais pas maintenant, 13 ans. J'en suis devenu un des plus gros contributeurs dans le monde. En tout cas sur Wikipédia en français. Et sur quoi tu écris en général? Alors, j'ai commencé au départ, parce que je suis bibliothécaire et spécialisé musique, bibliothécaire. Et donc j'ai commencé à travailler sur des articles sur la musique et sur le cinéma. À partir de 2013, avec un autre contributeur, on a relancé le projet Pyrénées orientales et on a repris à zéro tous les articles sur la Pyrénées orientales, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment rien. Donc quasiment tous les 2500 articles actuellement sur les PO, on est deux à avoir fait le gros du boulot, à se déplacer partout, ce qui donne l'occasion de balade pour photographier tous les monuments, les mairies, les monuments morts, etc. Voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. Et après, je travaille aussi sur un autre sujet. Je travaille sur la biologie, beaucoup la botanique. Ici, il y a de quoi faire parce que. Oui, ici, on a un projet actuellement sur la botanique des PO. Et sur l'équivalent marin dans la foulée. Alors, je travaille sur les éponges. Parce qu'on a un parc. Alors, je travaille sur les éponges. Et pas que Bob. Et pas que Bob, parce que j'ai un frère qui spécialise des éponges. Mais sur la botanique, là, je travaille avec une amie actuellement. Donc, l'idée est la société mycologique botanique Catherine Nord, là, qui est ici, pour essayer de référencer petit à petit toutes les plantes des PO. On est en train de les rentrer toutes dans Wikipédia. Voilà, il y a plein de projets possibles. Je travaille sur la politique, je travaille sur sur tout ce qui peut m'intéresser en fait. Un bibliothécaire, ça s'intéresse à tout, et donc un Wikipédia. Les mégalithes aussi. Voilà. Les mégalithes, j'ai énormément travaillé sur les mégalithes. Non, je dis ça parce que là sur les monuments historiques. J'ai la belle année. J'ai utilisé la belle année. J'ai énormément travaillé sur les monuments historiques pour créer tous les articles sur les monuments historiques du département. Donc ça, pareil, on a fait ça 2 ou 3. Et est-ce que tu fais comme le projet de phonothèque de Jean Casagrand, le référencement des groupes de musique? Alors non, c'est encore autre chose. Non, ça, on peut le faire après sur un autre projet qui s'appelle Wikidata, puisque comme voilà, je le disais tout à l'heure, on peut pas créer des articles sur tout sur Wikipédia. Il y a des critères, et notamment pour tout ce qui est personne ou groupe, etc. Il faut prouver que la personne est connue. Et en fait, il y a des critères de sélection. Qu'elle est connue, c'est-à-dire que par exemple, moi, mes parents, ils me connaissent. Tout à fait. Mais on va dire que pour éviter d'être envahi par n'importe quel groupe, voilà. En gros, on a des critères de sélection. Il faut prouver une autorité minimale au niveau national. Donc ça va se prouver à travers des articles de presse, à travers des passages dans les médias, etc. Quelqu'un qui n'est connu que localement, a priori, n'aura pas le droit à son article Wikipédia, sauf si après il y a d'autres critères qui peuvent intervenir sur les distinctions, sur le fait que la personne ait pondu, par exemple, que ce soit une personne de référence dans son domaine, notamment par exemple pour les universitaires, des choses comme ça. Voilà. Et pour finir sur ce que je fais actuellement, dans la communauté, ce que je fais aussi énormément, et de plus en plus, c'est devenu mon travail, c'est la patrouille, ce qu'on appelle la patrouille. Ça veut dire, en gros, vérifier tous les jours ce qui se passe sur Wikipédia. Le rapport à la vérité? Alors, on pourra parler après de la vérité, mais, et sur comment, justement, on régule ça et comment on la construit, cette vérité. Mais, toujours est-il que, le grand problème de Wikipédia à ses débuts, c'était considéré comme quelque chose de pas fiable du tout. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle la communauté a travaillé énormément pour essayer de gagner cette confiance et en gros cette réputation de fiabilité. Je pense que c'est un combat qui est à peu près gagné. C'est-à-dire que ça a été étudié il y a eu des tas d'études indépendantes aujourd'hui, puisque les pratiques ont évolué. Aujourd'hui, on existe des sources quasiment pour tout. Et il y a eu des études universitaires qui ont été faites. Et aujourd'hui, on arrive à 5% de conneries qui traînent toujours sur Wikipédia, mais 95% de choses qui sont vraies. Oui, voilà. Alors, la vérité, on va en parler après, mais en tout cas, le problème Wikipédia, ce n'est plus la fiabilité aujourd'hui. C'est plutôt une question d'articles incomplets. On va tomber souvent sur des articles incomplets qui sont pas faux pour autant, ou qui sont, mais où souvent les gens, par exemple, vont créer des articles avec 4-5 lignes et puis ça reste là. Et on est un peu frustré parce qu'on a 4-5 lignes. On aimerait savoir plus, mais non, l'article il est resté là. Donc ça, c'est plus le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on essaie de limiter aussi la création d'articles, parce que il suffit pas de vouloir créer des articles à tout prix. Après, il faut les. Oui, il faut les vérifier. Il faut les remplir, il faut les continuer. Voilà. Sinon, ça n'a pas de sens. Et ce que fait la patrouille, c'est notamment vérifier tout ce qui est publié, tout ce qui arrive sur Wikipédia.
et éventuellement le corriger, et quand elle peut pas le corriger, le signaler aux administrateurs. Donc là, moi, depuis quelque temps, j'ai été élu administrateur aussi par la communauté. Donc c'est démocratique. Oui, il y a les élections. Mais en vrai, je veux dire. Oui, c'est démocratique en vrai. Et du jour au lendemain, je peux perdre mon pouvoir d'administrateur si j'abuse de mon pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'administrateur... Est-ce que tu vas parler ce soir à 20h dans ce présent? Non, je ne parlerai pas ce soir à 20h, mais pour donner voilà, un exemple de ce qu'on fait, un administrateur, par exemple, a le pouvoir de supprimer un article. Un patrouilleur, lui, va signaler l'article qui pose problème, il n'aura pas le pouvoir de le supprimer, d'accord? D'accord. Donc il va signaler aux administrateurs qui vont supprimer l'article. Il y a une hiérarchie. C'est la seule hiérarchie qu'il y a, mais comme je disais, si j'abuse de mon pouvoir, du jour au lendemain, je peux être signalé et je perds mon pouvoir, voilà. C'est un pouvoir qui est révocable. Donc il y a plus de démocratie sur Wikipédia que... Alors c'est jamais parfait, mais je pense que ça fonctionne pas trop mal. Un administrateur va avoir le pouvoir aussi de bloquer quelqu'un, un compte, ou une adresse IP carrément. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui vient pour en gros vandaliser Wikipédia, ou qui vient pas pour contribuer à un rôle d'intelligence, c'est-à-dire qui vient pour insulter tout le monde, etc., on va le bloquer direct, d'accord? Il y a des gens qui vont le bloquer, mais après, des fois, des longs débats. Voilà, ou qui tout d'un coup... oui, par exemple, quelqu'un qui voudrait dire trop de bien ou trop de mal de Louis Alliot. Oui, peu importe. Oui, alors, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est quand même un des principes de Wikipédia, c'est la neutralité. Voilà. Et alors, ça peut nous amener justement à la question de la vérité. Oui. Sur la vérité ou les faits? Alors voilà. Parce que la vérité, pour moi, c'est une notion philosophique, oui. Voire religieuse, en vérité, je vous le dis. Non, sachant qu'il y a des domaines où c'est facile, où on reste dans le factuel, on va dire, voilà, un monument, on le décrit, voilà, c'est du pur factuel, et c'est pas là qu'on a les articles polémiques, généralement. Quand on va commencer à rentrer dans la polémique, c'est dès qu'il va y avoir de l'interprétation. Et à quoi servait la tour Magdala à Rennes le Château? Les sciences humaines en général, que ce soit la politique, l'économie. Là, c'est sûr que tout de suite, ça peut partir en vrille. Les religions, j'en parle même pas. Ouais, et l'ésotérisme, parce que c'est une sous-catégorie ou toutes les pseudosciences, voilà. Ouais. Et là, le simple fait de qualifier quelque chose de pseudoscience, par exemple, on va nous dire, pour certains, c'est un parti pris. Alors, Jedi, est-ce que c'est une pseudoscience? Voilà. Donc, à un moment donné, on l'a vu aussi, voilà, pour nous, la pire période sur Wikipédia, ça a été justement pendant la pandémie, puisqu'on se retrouvait là, pour le coup, typiquement dans un cas où on a quelque chose qui arrive, où au départ, personne ne sait rien. Oui, voilà. Et tout le monde y va de son argumentaire. Et le pangolin ne dit rien non plus, donc... Le pangolin non plus, il ne t'a pas beaucoup aidé, et à un moment donné, en gros, on ne sait rien, et tout le monde devient spécialiste. Bon, voilà. Donc tout le monde a son avis. Bon. Et pire, au bout d'un moment, tout le monde est enfermé chez soi, à rien faire, et s'emmerde, et se dit, je vais donner ma vision des choses sur Wikipédia. Et là, c'est le drame. C'est le drame, parce qu'on a vu débarquer des hordes de trolls, énervés, forcément. On parle pas de ces petites créatures qui vivent dans les cavernes. Non, voilà. Tout le monde est énervé, et on peut le comprendre. Et tout le monde a voulu donner sa vision des choses. Et nous, on est là, comment on fait? Puisqu'en fait, on est comme tout le monde, en fait, on sait pas beaucoup plus. La science, on attend qu'elle avance. Si elle avance. Tout d'un coup, il y en a un qui lui dit dans 2 mois c'est fini. Bon voilà, on se rappelle les épisodes qu'on a eus et ça a été très compliqué parce que justement, quand je parlais justement de vérité, ça va être la responsabilité quelque part qu'on a en tant que contributeur et surtout en tant que contributeur aguerri pour les gros contributeurs, c'est qu'à un moment donné, on sait que souvent Wikipédia ça va être la première chose que les gens vont regarder et on se dit voilà, à un moment donné, on va fixer la vérité à un instant T. Ouais. C'est ça, en gros, la vérité de Wikipédia, entre guillemets. Bon. Et cette vérité, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des sujets sur lesquels... Faut que ce soit une bonne photo. Elle ne bouge pas trop. Sauf que ce soit pas un cliché. Sauf qu'à un moment donné, voilà, là, on était sur un sujet dont ça va être typiquement, c'était évident qu'elle allait être fluctuante, cette vérité. Et ça a été très 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 compliqué d'arriver à trouver. Est-ce que vous l'avez marqué quelque part comme ça, avec une astérix? On l'a marqué parce que justement sur tous les articles qui ont concerné la pandémie, comme on voyait très bien que tout le monde s'énervait, que personne n'arrivait à se mettre d'accord, après au fur et à mesure ça s'est décanté, au fur et à mesure que les sources sont arrivées, mais ça a pris des mois. Et on a mis partout des bandeaux. Attention, déjà Wikipédia ne donne pas d'avis médical, puisqu'il y a des gens qui veulent chercher ça aussi, ça on le sait. Et attention, événement en cours. Événement en cours, ça veut dire qu'on n'a pas de recul. Mais c'est pareil quand il va y avoir un événement, par exemple quand il y a eu la guerre en Ukraine, c'est pareil. C'est-à-dire que ça commence, au début on a peu d'infos, puis chacun donne sa version, chacun dit son truc, il se passe ci, il se passe ça, non c'est pas vrai, il s'est passé ça, voilà. Et là, et c'est encore en cours. Et puis il y a des gens qui ont pris un parti
ou pro, Voilà. ou russe, ou ukrainien. Voilà. Alors, du coup, c'est un des grands débats sur Wikipédia. Il y a toujours deux clans sur Wikipédia. Il y a les gens qui pensent qu'on devrait jamais faire d'articles d'actualité. Ceux qui pensent qu'au contraire, on a un rôle à jouer là-dedans. Je sais pas. Moi-même, je suis pas sûr de ce qu'il faudrait faire. Parce que je pense que c'est quand même utile, le travail de débunkage, entre guillemets, quand il y a justement par rapport à toutes les fake news, etc., etc. Mais c'est un travail très, très compliqué. Et surtout, où on se prend énormément d'agressivité dans la gueule, en permanence. Oui, parce que les gens s'intéressent pas à quelle que soit la vérité les gens s'intéressent pas à l'information, ouais. Ils veulent parler d'eux-mêmes. Donc, ils veulent trouver un prétexte pour montrer qu'ils sont bien, c'est des batailles de vérité, mais quand on dit... C'est de la théologie. Quand on dit, bon, très bien, mais qu'est-ce que tu amènes comme source? Ouais. C'est pas la question de... Chacun a le droit d'avoir sa vérité, hein, c'est pas le problème, hein. Mais il faut l'appuyer sur quelque chose. Et c'est là que, en fait, souvent, voilà, par exemple, un principe qu'on va voir sur Wikipédia, c'est ce qu'on va appeler la proportionnalité des sources, qui est sûrement pas un principe parfait, mais on va dire que nous, on applique par défaut, c'est-à-dire que, par exemple, il y a 99% des gens dans le monde qui pensent que la Terre est ronde et 1% qui pensent qu'elle est plate. L'article sur la Terre va refléter qu'elle est ronde. Et dans une petite ligne en bas, qui va peut-être représenter au maximum 1% de l'article, on va mentionner que il y a 1% qui pense qu'elle est plate et que malgré tout, ça ne fait pas consensus. D'accord? Donc là, je prends l'exemple caricatural, mais c'est ce qu'on appelle la proportionnalité des sources. Et quel que soit le sujet, en fait, au bout d'un moment, on va devoir représenter cette proportionnalité des sources. Ça ne veut pas dire que les sources auront raison pour toujours, puisque ça peut évoluer. Oui. Si les platistes gagnent, vous adapterez de manière platiste, en fait. C'est ça. Peut-être qu'un jour les platistes gagneront, je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu les mêmes débats, par exemple sur les dioxychloroquine, par exemple. Il peut y avoir les mêmes débats sur la guerre en Ukraine. Il peut y avoir le même débat sur voilà, quel que soit le sujet. Peut-on soigner la guerre en Ukraine avec l'hydrochloroquine? et donc ce que je veux dire, c'est que du coup, l'article va évoluer en conséquence, puisque les sources peuvent aller dans un sens à un moment donné. Est-ce qu'on peut suivre l'archéologie, les strates de l'article aussi? Oui, on peut le suivre, bien sûr, parce qu'il y a toujours un historique, et ça, les historiques sont tous publics. Voilà. Ça, c'est essentiel, c'est que tout est transparent sur Wikipédia. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que la vérité qu'on va lire, même si on va dire, en gros, c'est la vérité de Wikipédia, ce n'est pas Wikipédia qui décide ce qui est vrai. C'est les sources qui vont décider ce qui est vrai. Oui. Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, ça donne lieu souvent à beaucoup de batailles, justement, entre contributeurs, pour arriver à savoir où mettre le curseur. Et je dis pas que c'est simple tout le temps. Il y a des articles, je pense, sur lesquels on n'y arrivera jamais. Je pense qu'un des articles les plus, où il y a le plus de batailles sur Wikipédia, par exemple, c'est l'article Dieu, par exemple. C'est très compliqué puisqu'en fait, comme je dis toujours, Wikipédia, ça n'est pas une source. C'est une synthèse de sources. Ouais. Et en gros, c'est faire une synthèse de toutes les conceptions de Dieu, par exemple. C'est compliqué. J'ai rencontré des yézidis. Apparemment, il y a aucun rapport avec moi ce que je pense de Dieu. C'est même pas je parle même pas de croyance ou quoi que ce soit. Simplement de comment on définit simplement le mot. Voilà. Et on peut se battre même d'ailleurs pour un mot. C'est-à-dire qu'une des plus grandes batailles sur Wikipédia, c'était de savoir comment il fallait appeler l'article chocolatine. Oui. Puisqu'il y a une bataille entre les Belges, évidemment. les Québécois, ou pas au chocolat. Bon, ça a duré 12 ans quand même la bataille sur Wikipédia. L'article a été renommé, etc. La question, c'est combien d'Ukrainiens peuvent danser à la pointe d'une aiguille. Oui, voilà, mais et pendant ce temps-là, les Turcs prennent Constantinople. Bon, voilà, des batailles, il peut y en avoir. La différence entre la vérité et le réel. La chute de Constantinople, je veux dire. Oui. Le réel, il est là, mais le problème, c'est que le réel, on en a qu'une fraction du réel. Donc le réel, on a ce que nous en disent les sources. Rien d'autre. Et des fois, les sources sont... Et avec la sécheresse, on fait quoi, du coup? Je sais pas ce qu'on peut faire avec la sécheresse, mais en tout cas, souvent, les parce sources... que les sources vont se tarir. Les sources vont se tarir. Comme à la place, enfin bon, bref. Ou des fois, elles arrivent après. Ouais. Voilà, ça, c'est sûr que c'est un problème, parce que il y a carrément des domaines entiers du savoir où on manque de sources. Et c'est pas forcément... Les Gaulois. Non, mais sans on a que de la guerre des Gaules, de sans aller chercher dans les Gaulois. Par exemple, on manque de contributeurs africains, par exemple, sur Wikipédia en français. Donc, de fait, ces contributeurs n'étant pas là, alors c'est en train de s'arranger. C'est parce qu'ils ont pas de technologie à porter? C'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, c'est en train de s'arranger parce que justement, on a lancé des programmes pour justement faire qu'il y avait beaucoup plus de contributeurs dans ces pays-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'il n'y a pas les gens de ces pays-là, forcément, il n'y a pas d'articles qui sont créés sur ces pays-là. Et donc là, par exemple, justement, il y a un programme qui a été lancé pour former des contributeurs un peu dans le nombre de ces pays-là.
Quand il y a des appels aux dons tous les ans pour Wikipédia, ça sert surtout à 80% à payer les frais des serveurs et les techniciens qui font tourner les serveurs. Parce qu'il y a, en gros, il y a 6 gros data centers dans le monde qui font tourner. D'accord, c'est sur chaque continent, à peu de choses près, c'est bien réparti ou... Sauf en Afrique, justement. Sauf en Afrique. En fait, le data center pour l'Afrique, il est à Marseille. D'accord. Ça fait, on dirait une blague des inconnus. Il a ouvert l'année dernière. Ouais. Mais une grosse partie de l'internet africain est à Marseille, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est pas que Wikipédia, c'est voilà. Mais en tout cas, il y a des programmes qui ont été lancés pour leur payer des ordinateurs, etc. Mais après, oui, il y a des problématiques locales sur le fait que, par exemple, il y a des coupures d'électricité, tout simplement. Et que ça flingue les ordi et que, en gros, c'est compliqué de contribuer. C'est pour ça que j'ai pas de frigo là-bas. Et bon, en tout cas, tout ça est en train de s'arranger. Mais par contre, il y a une autre problématique qui là est culturelle, c'est que par exemple, si on veut écrire l'histoire des villages, souvent cette histoire n'a jamais été écrite. Il y a les 10 versions des 10 griots différents qui peut y avoir dans le village. Et en fait, il n'y a pas une version comme chez nous, le petit historien local qui a fait son boulot, qui a produit un bouquin et qui va nous servir après à écrire l'histoire du village, en fait. Voilà, c'est simplement. Il y a un griot qui a mis tout le monde d'accord il y a longtemps qui s'appelle Homer. Alors que c'est pareil, à la base, il y avait plein de griots qui racontaient une histoire différente. On a des pans entiers de l'histoire humaine qui ne sont pas écrits. Voilà. Et ça, c'est un des grands débats sur Wikipédia, justement, puisque c'est vrai qu'en gros, on se base essentiellement sur des sources écrites. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer par le fait justement qu'on a de plus en plus de contributeurs africains qui arrivent avec justement des pratiques différentes aujourd'hui et avec des exigences différentes en nous disant bon, en gros, si on veut pouvoir écrire sur nos pays, sur nos cultures, sur nos histoires de villages, etc., il faut remettre. Est-ce que c'est pour ça que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire? Bon, la suprématie, en gros, non, parce que c'est le rapport à l'écriture, rentrer dans l'histoire. Oui, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'histoire. Oui, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose. Oui, mais dans les deux cas, l'Africain et le Gaulois, du coup, c'est le chasseur qui raconte l'histoire. Oui, si on veut. Oui, c'est le. Oui, on va dire que voilà, c'est sûr qu'on a les sources coloniales, on en a un paquet. Voilà, mais c'est sûr que ça n'est pas la source écrite ou enfin racontée plutôt par l'Africain. Et c'est un autre parallaxe que le point de vue de l'Africain. Oui, tout à fait. Donc parce c'est un problème. Notre manière de narrer l'autre, elle tient à dans quoi on a baigné avant d'arriver, quoi. Alors tout ça génère en fait énormément de choses et notamment le fait que bah du coup pour pouvoir raconter sur leur histoire sur Wikipédia, on le voit nous dans nos contributeurs. Mais en fait, beaucoup vont se mettre à l'écrire. Mais le problème de l'écrire, c'est qu'on met en fige une version. Voilà, ce qui n'est pas forcément dans la logique. Ce qu'a fait César avec les Gaulois. Ce qu'a fait César avec les Gaulois, on est d'accord. Hein, on est d'accord que toutes les sources présentent un biais. Enfin, même les sources scientifiques peuvent présenter un biais. Par exemple, c'est le discours des staliniens sur les anarchistes pendant la guerre d'Espagne. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a des articles des fois qui sont revus de fond en comble parce que justement débarquent un nouveau point de vue ou débarquent justement des nouveaux contributeurs avec un nouveau point de vue, avec des nouvelles sources. Donc rien n'est jamais figé. À part quand on a fini par figer, on va dire de temps en temps une vérité scientifique en physique, en mathématiques et encore. Même là, mais bon, on va dire qu'il y a des domaines qui sont un peu plus stables dans la physique était relativement stable jusqu'à ce que la quantique est arrivée. Alors là, oui. Quantique mais des quantiques, en tout cas, dans l'histoire des hommes, enfin des humains, en tout cas, là pour le coup, non, c'est sûr, c'est très fluctuant. Voilà, ça c'est la science, ce qu'on appelle la science humaine. Contrairement à ce qu'on appelle la science dure. Donc la science humaine est une science molle. Voilà, si on veut. Mais c'est sûr que ça pose un problème parce que même des fois... Tu as le droit de reprendre du café pour reprendre un peu d'énergie. Non, mais on se rend compte des fois, par exemple, que on est face à des sources écrites qui sont fausses. On a une source orale dont on sait pertinemment qu'elle est vraie. Et on est dans le dilemme de se dire, est-ce que je peux utiliser ces sources orales? Est-ce que ça va être accepté? Alors que je sais que la source écrite est fausse. Voilà. Là, c'est sûr que c'est un problème qu'on n'a pas réglé encore sur Wikipédia parce que on est encore un peu dans le dogme en fait en gros de la source écrite, la supériorité de la source écrite. Mais bon, ça c'est une transmission des Romains justement. Dans le futur. Après, on verra. Puis ça apprendra aux druides à écrire leurs textes et à enseigner l'écriture. Oui, voilà. Bon après, c'est en train d'évoluer très vite tout ça parce que justement, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que voilà, quand je disais qu'aujourd'hui on est à 320 langues sur Wikipédia, souvent ces langues qui existent, en dehors des grandes langues, on va dire qu'on va retrouver partout, souvent c'est le seul espace sur Internet où elles existent. C'est-à-dire que là, par exemple... Vous parlez du catalan? Non, non, là, oui, voilà, parler catalan, non, mais en fait, quand on cherche, on se rend compte très vite qu'en gros, sur Internet, on a une 50aine de langues qui sont vraiment présentes, on va dire.
Alors, langue, dialecte, c'est quoi la différence, justement? La différence entre une langue... Pourquoi pas de Wikipédia en picard? Alors si, il y a Wikipédia en picard, bon en normand aussi, si, ça existe. Après, après ça dépend. Après, par exemple, on a Wikipédia en occitan, mais quand on est sur le Wikipédia en occitan, on a spécifié dans quel dialecte de l'occitan on écrit. Donc il y a les articles parce en qu'il y a du gascon, piémontais, voilà. Il y a le gascon, il y a le languedocien, il y a le provençal, limousin, auvergnat, voilà. Et pareil pour le Wikipédia en catalan, on précise aussi. Mais bon, en tout cas, ce qui est important, c'est que ce qui est intéressant, c'est que voilà, on va dire qu'il y a une cinquantaine de langues qui sont présentes sur Google, pareil pour Facebook et compagnie, etc. Et nous, dans toutes les langues qu'on va avoir en plus, souvent, donc, ces langues n'existaient pas ailleurs sur Internet. Donc ça veut dire que quand le Wikipédia est créé, il faut arriver à fédérer une communauté qui va savoir écrire la langue. Oui, déjà. Et qui va être motivée pour écrire sur à peu près n'importe quel sujet. Il y a des langues qui, par exemple, le celte, utiliser l'alphabet grec ou romain. On n'a pas de Wikipédia en celte, par contre on a un Wikipédia en vieil anglais. Où il y a une communauté qui est... Qu'est-ce que tu appelles vieil anglais, niveau Byron ou antérieur à Byron? Non, antérieur. L'anglais à l'époque encore des saxons. Ah d'accord, oui, en saxon quoi. En saxon, ouais. Voilà, on a un Wikipédia en saxon. Alors des fois ça marche. Teinté de norrois, hein, évidemment. Avec une communauté de contributeurs qui écrivent le saxon et qui sont super motivés. De la même manière, il y avait des années un Wikipédia en latin qui avait été lancé. Ça a fait un carton et aujourd'hui tous les latinistes du monde s'éclatent sur Wikipédia en latin. Par contre, le grec ancien a fait un bide et il a été fermé. De la même manière, on avait lancé le Wikipédia en Sioux et Wikipédia en Cri, donc pour les Indiens d'Amérique du Nord. Le Cri a bien fonctionné, le Sioux a fait un bide parce que ils n'ont pas réussi à trouver une communauté de contributeurs. Parce qu'ils étaient Sioux comme un pot alors que le Cri s'entendait de loin. Voilà, sans doute. Mais là, par exemple, ceux qui marchent bien actuellement, c'est toute la communauté d'Indiens là de l'Est du Canada qui ont créé plusieurs Wikipédia dans leur langue et ça fonctionne très bien. Parce que, alors ils écrivent pour l'instant surtout sur leur culture, voilà, pour parler des personnalités qu'ils ont chez eux, c'est déjà pas mal. Les rites qu'ils ont, leur histoire, voilà, toute leur culture. Et quelque part, ils sont en train de mettre par écrit leur mémoire entre guillemets, parce que avant ça, il y avait rien dans ces langues-là sur Internet. Voilà. Il y avait rien sur Internet. Voilà. Alors, voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, parce que voilà, il faut arriver à trouver des gens qui s'écrivent, il faut trouver déjà des langues qui s'écrivent, parce qu'il y a aussi des langues qui s'écrivent pas. Mais quand ça s'écrit, il y a des fois ça fonctionne bien, et c'est vrai que ça fait plaisir, parce que, alors, peut-être qu'on retombe dans les travers après de figer aussi une part de leur culture, mais en tout cas, il y a quelque chose plutôt que rien. Pour le faire évoluer, il faut une base. Voilà, il faut déjà une base de départ. Il faut des fondations, donc... et il y a quelque chose plutôt que rien, et bon, c'est quand même satisfaisant. Voilà. Si tu en reveux, voilà, hop. Voilà. Je sais pas. Ouais, ben voilà. Je sais pas s'il y a des questions en ligne. Non, il y a Michel Fourquet qui regarde depuis le début et on le salue, c'est un peintre de mes amis. Oui, je vois que c'est. Et l'idée c'est et le rire dans tout ça. Je pensais à la bibliothèque, le tome 2 de la poétique d'Aristote. Est-ce que vous êtes comme le vénérable Yorguier, trop sérieux pour rire? Et est-ce qu'on doit lire Wikipédia avec des gants pour ne pas tourner les pages qui sont empoisonnées? Alors il y a de l'humour sur Wikipédia, il y a toute une section pastiche sur Wikipédia. Il y a vraiment des gens qui s'amusent à créer des pastiches, mais du coup ces pages sont clairement identifiées comme des pastiches, qu'on les confonde pas avec à l'apéro avec des glaçons, avec l'espace encyclopédique. Et régulièrement, par contre, là, il y a des gens qui s'amusent à essayer de créer des canulars. Oui. Voilà. Qu'on repère de suite ou pas. D'accord. Il y en a certains qui sont restés des fois quelques années sur Wikipédia, des trucs. Alors souvent quand ça dure, c'est quand c'est des domaines vraiment très obscurs. Jean-Paul Albu. Mais par exemple non. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous essayez de faire un canular, si quelqu'un essaie de faire un canular, je sais pas, sur la politique française, il va y avoir suffisamment de spécialistes autour pour que ça soit repéré de suite. Par contre, quelqu'un, et c'est déjà arrivé, qui a créé un canular en inventant un obscur poète de la Grèce antique, forcément le truc il est resté 4-5 ans en ligne. Apollonios de Tyane, le fameux. Voilà, par exemple, parce que forcément les spécialistes ça court pas les rues, et en même temps c'est souvent pas très dommageable parce qu'en même temps personne va aller chercher. Oui, donc voilà. Personne va le lire. Donc en fait c'est des canulars qui existent mais que personne ne lit. Ça le fait rire le gars. Ça fait rire le gars.
J'ai eu il y a Ou alors sur un Jean-Baptiste Botul, par exemple. Oui, ou des fois, bon, il va y avoir de l'humour, et c'est vrai que ça peut être drôle. J'ai eu un jeune l'année dernière, qui m'a créé un article sur une rivière qui n'existait pas. Voilà. Bon, il commence à écrire son article, moi je tombe sur cet article, parce que, bon, bah, du coup, on a reçu des alertes qu'il y a de nouveaux articles qui sont créés, bon. Et là, je vois cet article, cette rivière, je fais une petite recherche dans Google, tout ça, je trouve nulle part une mention de cette rivière, bon. Et du coup, et puis, bien sûr, aucune référence du tout. Donc, du coup, je rajoute un bandeau, sur l'article, manque de source. Et tout de suite, je reçois un message de la personne qui a créé l'article en me disant attention, ne supprimez pas tout de suite l'article, laissez-moi faire une capture d'écran. Et je dis pourquoi? Il me dit parce que je voulais créer un article sur une rivière où il y avait marqué manque de source. Bon, j'ai trouvé ça mignon, donc je l'ai laissé faire sa capture d'écran et après j'ai supprimé l'article. Bon, pourquoi pas. Voilà, c'est une blague qui a duré 10 minutes et voilà. Donc il peut y avoir de l'humour de temps en temps, mais il y a aussi beaucoup d'énervement parce que forcément, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se battent pour leur vérité. Oui, il ferait mieux de pédaler dans une roue reliée à une dynamo, au moins il ferait de l'électricité, quitte à perdre son temps, au moins qui génère de l'énergie. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu as un enjeu local où personne ne sait que tu existes à titre local? Donc Si, localement je suis connu comme contributeur, enfin je pense que... Parce que par exemple, on parlait j'ai mené beaucoup de projets quand même des Pyrénées-Orientales sur lequel vous bossez beaucoup, oui. parce que vous avez une bande. Est-ce que, par exemple, moi je suis Hermeline Malherbe, Hermeline Malherbe, ça m'intéresse de savoir que t'es là, et il y a des trucs que je vais essayer de faire passer, ou pareil, Carole Delga, tu vois? Non, j'ai jamais rien fait avec ni Hermeline Malherbe, ni Carole Delga. J'ai jamais tué de chat. J'ai souvent mené des projets, et je continue à le faire dans mes bibliothèques. Là, voilà, cette année, par exemple, l'année dernière, on avait fait un projet, j'avais monté un projet pour les journées du patrimoine. Donc là, pour améliorer justement beaucoup de choses sur Wikipédia concernant le patrimoine local. Là, c'est bientôt la Saint-Jordi, tiens, par exemple. Non, mais là, actuellement, je travaille donc sur le projet sur la botanique. Ça, c'est un projet qui est en cours. Et donc des projets, j'en ai régulièrement. Il y a des choses que je cherche toujours à faire. Je travaille aussi beaucoup sur la cartographie en parallèle, sur OpenStreetMap, donc c'est l'équivalent de Wikipédia pour les cartes, pour améliorer les cartes. Et donc là, par contre, il y a une petite bande de cartographes dans le département, effectivement, qui travaille sur ça aussi. Tu connais Didier Brazo, qui bosse au syndicat mixte? Non, je ne connais pas lui. Bon, ouais. Voilà. Non, des projets, il y en a sans fin. En fait, si les gens se disent, il y a plus rien à faire sur Wikipédia, non, c'est sans fin. En fait, il y a toujours quelque chose à faire. C'est pour ça que tu es pour le transhumanisme, pour perpétuer ton travail. Non. Alors, à la limite, j'ai pas besoin. Pour les gens qui se soucient de laisser une trace, etc. L'escargot, souvent, se soucie de laisser une trace. Je peux le dire, sans vérité, j'ai des milliers de contributions aussi sur Wikipédia en anglais. Et il y a quelques années, ils ont décidé d'envoyer, une copie de la Wikipédia en anglais sur la Lune. D'accord. Qui a atterri là. Voilà, et elle va bien d'ailleurs. Donc j'ai une partie de mes écrits sur la Lune. Voilà. Bon, c'est bon, je peux mourir. Voilà. Non, sérieusement, oui, on fait pas ça pour la gloire, parce que de toute façon, la plupart des gros contributeurs vont travailler sous pseudonyme. Pour préserver leur tranquillité. Parce que notamment quand on travaille sur la politique, quand on travaille sur des sujets sensibles, vaut mieux être sous pseudonyme. D'autant plus que maintenant je suis administrateur. Je me cache pas d'être Wikipédien ni d'être administrateur. Voilà. Dans les départements, il y a beaucoup de gens qui le savent. Ton nom c'est Capitaine Flemme sur. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, je vais pas forcément tout le temps exposer mon nom, même s'il est pas forcément impossible difficile à trouver. Mais on va dire, je préserve en partie ma tranquillité dans la vie civile entre guillemets. Parce que oui, j'ai déjà reçu des menaces de mort, oui, j'ai déjà reçu des choses comme ça. Mais genre une balle dans une enveloppe, heureusement il n'y avait pas de percuteur dans l'enveloppe. C'est les gens qui servent un clavier qui mais on se dit mais pourquoi s'énerver pour un article en fait quoi, ça en arrive là. Parce qu'on a que ça à foutre en général. Oui, mais il y en a peut-être qu'on sait à foutre, et il y en a qui ont des égos aussi surdimensionnés. Et bon, je sais pas. C'est sûr que je pense que certains ne réalisent pas. Oui, en gros, on parle juste d'un article. Hein, on parle pas de. Ouais, mais je parle même pas de diffamation. Je sais pas si tu te rappelles. C'était en Égypte grecque à un moment donné. Sur la notion de Dieu, est-ce que Arienne ou pas, il y a eu 300 morts dans une manif, quoi.
Tu vois, Alexandrie pour ne oui, pas non, mais nommer. les gens s'énervent pour des choses. Parce qu'ils ont ça là, et parce qu'il y avait pas Netflix aussi. Non, non, mais faut le mettre. oui, non, mais des fois les gens s'énervent. Moi, je rappelle une fois une autre personne qui m'a envoyé des menaces. C'était un poète qui avait écrit un article sur lui-même parce qu'il pensait qu'il était très bon et si on l'écoutait c'était le nouveau Victor Hugo et bon il se trouve que j'ai supprimé l'article parce que il y avait zéro source, je lui ai dit mais enfin si vraiment vous êtes le nouveau Victor Hugo il y a eu au moins un article quelque part. Est-ce que Victor Hugo atteste que vous l'êtes? Il y a eu je sais pas un numéro spécial dans une revue de poésie qui prouve que vous êtes bon et vous êtes connu quoi un minimum. Il y avait rien. Donc j'ai supprimé son article. Bon, au bout d'un moment, ce type m'a envoyé des menaces pendant je sais pas combien de temps. Mais bon, voilà, lui c'est un problème d'ego. Et peut-être qu'il tenait absolument à son article. Mais s'il y avait eu un début de preuve, j'aurais laissé son article. S'il y avait eu, mais il y avait rien. Il avait eu 3 poèmes publiés, je sais pas où. Même pas dans l'Indépendant, on en parle. Non, voilà. Pas dans l'Indépendant. Ce qui est quand même la source. Et ici. ça, c'est voilà des problèmes d'ego. Oui, voilà, ça c'est encore un autre problème. Mais ça, les gens qui viennent de se faire de la pub, ça c'est. Oui aussi problème. parce que ça, on en a influenceurs. On le voit à toutes les élections, tous les politiques locaux ou pas locaux. Oui, Agnès Langevin, tous pas. ceux qui essayent de nettoyer leurs articles à chaque élection. Oui. Tous ceux qui essayent de se créer des articles à chaque élection. Oui. Et donc là, souvent, André Bonnet. Non, pas André Bonnet, mais d'autres que je ne nommerai pas. Mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que du coup, souvent, on sait ceux qui vont être candidats parce qu'ils tentent de se créer un article. Oui, en amont. En amont, voilà. Du coup, tu peux prédire. Tu peux prédire l'avenir des candidatures. Voilà, souvent, on le sait. On se dit, tiens, lui, votre candidat. Bon, sauf qu'il n'a pas la notoriété pour avoir un article, donc souvent on le supprime. Bon, et là, ça donne lieu toujours à des batailles, des trucs comme ça, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas. Est-ce que tu as été attaqué en justice au-delà de... Alors moi non, mais ça arrive. Oui, et généralement c'est la fondation Wikipédia qui possède les serveurs. D'accord. C'est elle qui attaque en justice. Sachant qu'on fait très attention à ça quand même. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté d'expression, elle a quand même, il y a quand même un droit sur la liberté d'expression. Donc par exemple, on va faire pas que ce soit de la diffamation. Voilà, on va faire très attention à tout ce qui est diffamation. Par exemple, il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui avait pris l'article de Closer, Voici, je sais plus, en disant oui, le chanteur Khaled, sa femme. Bon, sauf que la source c'était Voici. Okay. Oui. Donc là, on a dit désolé, mais bon, Voici, c'est Voici quoi. Donc ça aurait été de la guerre de Gaulle, de César, on aurait pris au sérieux, mais voilà. Donc du coup, on a viré le truc et non seulement on a viré ça, mais en plus on l'a masqué pour que les gens puissent pas voir. Alors on peut masquer des versions d'un article, puisque là, à ce moment-là, pour l'instant, c'est la diffamation. Caviardé donc. 3 ans après, il a été condamné pour violence conjugale. Ouais. Et là, c'est différent. C'est sourcé. Il y a eu un article, je sais plus, oui, ça se trouve dans l'Indépendant, dans l'IB ou n'importe quoi. Et là, l'information devient officielle. Elle est condamnée. Il y a un article dans un journal sérieux et à ce moment-là, hop, c'est revenu l'article. Mais tant que c'est Voici, entre guillemets, voilà, ça pose la question de la fiabilité des sources. Et ça, c'est souvent aussi des grandes disputes sur Wikipédia. Autant Voici, non, autant Closer, oui. Voilà, et donc on a ce qu'on appelle un observatoire des sources Wikipédia, où sont discutées en gros des sources qui, sont en gros en liste blanche, des fois qui vont basculer en liste grise, qui des fois finissent par basculer en liste noire. Que ce soit pour les journaux, que ce soit pour les sites internet, que ce soit pour des ouvrages, des fois. Voilà. Alors, c'est une forme de censure, entre guillemets. Mais comme on va le faire en bibliothèque, par exemple, des fois, en acceptant d'avoir certains livres en rayon. Oui, comme fut un temps, la bibliothèque de l'université avait des livres révisionnistes parce que son directeur, M. Beldan, était proche des idées des livres qu'il y essaie s'installer. Alors après, aucun livre n'est censuré en France. Pas même Mein Kampf? Non. Non, vous pouvez l'acheter. Non, je dis ça pour la référence absolue, quoi. En France, vous pouvez l'acheter, maintenant, il n'y a pas de... Oui, non, maintenant, oui. Mais fut un temps, jamais on... Non, parce que moi je l'avais acheté sous le manteau, c'est pour ça. La seule censure véritable qui existe en France, c'est sur la littérature jeunesse, en fait. D'accord. Ça va passer devant une commission qui va dire ça c'est pour la littérature jeunesse, ou c'est pas, ou au contraire c'est pour les adultes. Bon, voilà. Sinon on finit comme Socrate empoisonné. Mais en tout cas, oui, il y a un tri dans les sources qui est fait, qui est réévalué en permanence, parce que des fois, il y a des sources qui sont fiables à un moment donné, et qui ne sont plus fiables à un autre moment, parce que le journal évolue, parce que le monde évolue, parce que voilà, il y a des choses qui se passent et qu'à un moment donné on se rend compte que tel ou tel site va commencer à raconter de plus en plus de carabistouilles et on se dit lui il va basculer de zone de liste blanche sur liste grise par exemple. On lui laisse bénéficier du doute pendant un moment, puis des fois voilà. Par exemple le Gorafi. Oui, alors, Gorafi n'est pas une source. Non, mais par exemple François.
le journal François, qui au bout d'un moment n'était plus un journal, justement, qui est devenu un site, et qui lui a fini par basculer entièrement en liste noire. Et alors c'est pareil, on peut dire que c'est un parti pris, etc., mais c'est pas des choses. Mais on est toujours obligé à un moment donné. Vaut mieux savoir qu'on n'est pas objectif pour être impartial. Voilà, on essaye de, comme je disais toujours, c'est toujours le difficile travail de savoir comment fixer la vérité, entre guillemets. Bon, je dis pas que c'est parfait, on fait ce qu'on peut, sachant que la communauté, on va dire, active est quand même très petite. C'est-à-dire que quand je disais qu'il y a 20 000 personnes tous les mois qui font des modifications, les très gros contributeurs... en français ou... En français, en français. Voilà. Sur Wikipédia, en français, c'est les très gros contributeurs, c'est 200-300 personnes maximum. Donc l'édifice c'est quand même assez fragile. Est-ce que vous croisez dans la vraie vie, en présentiel? Oui, on se croise des fois. Il y a une convention. Il y a une convention tous les ans à laquelle je me rends. Cette année c'était à Paris. Ouais. Et on était, je sais pas, une centaine parmi les plus gros contributeurs donc de Wikipédia francophone, mais du monde entier. Il y avait énormément d'Africains, de Belges, de Suisses, de Québécois, etc. L'année dernière, on avait même des francophones de Louisiane, par exemple. Bon voilà. Tous ces gens qui contribuent... Les derniers Acadiens. Des Haïtiens, on avait des Haïtiens qui est en train de... Wikipédia, les Haïtiens là, sont en train de faire des progrès énormes là, justement dans les moyens. Ils ont lancé le Wikipédia en créole haïtien, par exemple. Et ils ont le mérite parce qu'ils avaient vraiment très très peu de moyens au départ. Mais ça y est, ça a décollé. Et bon voilà, tous ces progrès se font. L'année prochaine, ça sera, vers le mois d'octobre, la prochaine rencontre, c'est sûrement en Côte d'Ivoire. Donc peut-être que je partirai en Côte d'Ivoire. Parce que là, je suis sur un projet, je suis en train de réfléchir à un projet avec les Ivoiriens pour faire un référencement justement de la flore là-bas. D'abord sur Wikidata, donc qui est la base de données ultime qu'on est en train de construire à côté de Wikipédia. Parce que voilà, Wikipédia, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vraiment juste le sommet de l'iceberg de ce que les gens voient. Il y a une multitude de projets qui sont à côté. Et on a parlé des cartes. Voilà. Et en fait, Wikipédia, c'est 5% du travail qui est fait en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle Wikidata, qui est la base de données ultime, donc qui à l'origine était une base de données qui a été construite pour relier tous les projets wiki entre eux, mais qui est aujourd'hui en train d'essayer de relier toutes les bases de données scientifiques, de Bibliothèque nationale, etc. Entre elles. Donc là, en train de le projet Babylone. C'est ça. Et donc là, aujourd'hui même, je travaille même presque plus souvent sur en quantité, on va dire, sur Wikidata que sur Wikipédia. Il y a Wikimedia Commons, qui est la médiathèque où on stocke toutes les images, les sons, les vidéos qu'on va utiliser notamment dans les articles Wikipédia. Donc là, il y a déjà presque 100 millions de fichiers. Il y a le Wiktionnaire, où on est en train de construire le plus gros dictionnaire du monde. Donc il y a déjà des mots dans 4900 langues, je crois. Il n'y a aucun dictionnaire équivalent ailleurs. Il y a, on a Lingo Libre, qui est un projet annexe auquel je participe beaucoup. Et là, c'est un projet annexe où l'idée, c'est d'enregistrer la prononciation justement de tous les mots et de tous les noms de toutes les langues. Voilà, où j'ai pu enregistrer aussi des quantités de mots. On a le Wikisource, on a voilà, qui va être on va héberger des milliers de textes qui sont numérisés, qu'on va retranscrire. Donc avec au début transcription automatique, puis après correction par des humains. Donc là, tous les textes du domaine public, on va pouvoir par exemple les retranscrire. L'idée, c'est toujours pareil, c'est de rendre ces textes accessibles à tous. Voilà. L'inverse du nom de la rose. Voilà. On ne cache rien, tout est transparent, donc toujours pareil. Encore une fois, aucun projet n'est parfait, mais il y a la volonté toujours de cette volonté d'universalisme et de rendre tout accessible à tous. Voilà. Et alors, voilà. Madame Obono m'a dit, mais quel universalisme. Alors, je lui ai posé, êtes-vous universaliste? Oui, on est d'accord. C'est comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a des pays où on manque de sources, ou des cultures où on manque de sources, et on est d'accord qu'il y a un biais. Mais l'idée, c'est de corriger ce biais petit à petit. Après, il faut bien commencer quelque part. Et est-ce que ton universalisme n'est pas que le parallaxe occidental? Non, mais c'est évident que entre guillemets, la culture occidentale va être surreprésentée, de la même manière que dans les biographies sur Wikipédia, il va y avoir plus de biographies d'hommes, par exemple, que de biographies de femmes. C'est pour ça qu'elle a été lancée il y a quelques années, le projet 100 pages, pour essayer justement de combler ce fossé en créant des domaines de toutes les femmes notables dans tout un tas de domaines où ça manque, dans les sciences, dans les... C'est pas parce qu'on parle de femmes qu'on va s'interrompre, mais parce que j'ai bientôt plus de batterie, me dit l'ordinateur. Bon. Alors, une conclusion, mon cher Fabricio. Alors, conclusion, j'ai deux choses courtes.
Il faut pas avoir peur de contribuer, parce qu'il y a des tonnes de façons de contribuer. On n'est pas obligé de se focaliser sur écrire des articles à tout prix. Ça peut simplement prendre des photos. Voilà, il y a des tas de façons de contribuer, et ça je le fais tout le temps avec des scolaires, des ados. Voilà, c'est très facile. Deuxième chose, j'étais inquiet un peu sur la survie de Wikipédia il y a quelques temps. Parce que on a du mal à renouveler le stock des gros contributeurs, entre guillemets. En gros, des passionnés, quoi, qui sont là, qui font tourner la machine, même si après on a énormément de petites mains qui sont aussi essentielles. Je me dis que justement, peut-être la survie de Wikipédia viendra peut-être de l'Afrique. Parce que le réservoir de gros contributeurs qu'on a aujourd'hui, une bonne partie va venir de là. Et ce qui va changer, de fait, je pense, la nature et une partie des articles qu'on aura. Voilà. Forcément, le monde blanc et occidental était surreprésenté au début de Wikipédia. Oui. C'est en train de se rééquilibrer petit à petit. Pareil pour l'Asie, pareil pour d'autres pays et d'autres zones du monde, et c'est une bonne chose. Donc voilà. On est loin d'être parfait, mais on fait ce qu'on peut, et en tout cas, j'espère que ça durera. Fabricio Cardenas, merci.